Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous commentons l'actualité entre 11h et midi avec aujourd'hui Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Gaspard Ganzer, consultant en communication. Vous êtes candidat à La République En Marche dans le 6e arrondissement de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Jacques Miard, maire de LR de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques. Bonjour Valérie. Jacques Miard, on va pas faire on va pas faire croire qu'on a une intimité, on se connaît depuis longtemps, mais Monsieur Miard. Et Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Non, nous n'avons jamais été en rupture de masque. Emmanuel Macron, c'était hier dans un documentaire diffusé sur BFM, une phrase qui fait évidemment beaucoup réagir, jusqu'au professeur Juvin ce matin qui ne la comprend pas. On va parler de La République En Marche qui perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale et puis des municipales qui pourraient bien se tenir au mois de juin, évidemment. Et puis l'Union européenne, l'Union de la santé en Europe. Macron-Merkel tente de relancer l'Union européenne. Vous nous direz ce que vous en pensez. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Virginie, commençons avec vous. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour une initiative qui a été prise par deux jeunes trentenaires qui viennent d'ouvrir un blog et de lancer un manifeste. Alors leur blog s'appelle Un autre regard est possible et leur principe est très simple. Plutôt que de râler systématiquement, râlons bien. Plutôt que de tout critiquer, critiquons à juste titre. Reprenons un regard plus distancié sur nos hommes politiques. Ils partent du principe qu'en France, la défiance est telle qu'il n'est plus possible de discuter de façon constructive et ils proposent, comme ils le disent, un autre regard. Il y a un manifeste qui circule en ce moment qui s'appelle Les pieds dans le plat et je trouve que leur approche est extrêmement intéressante et susceptible d'intéresser beaucoup de gens qui veulent sortir des clivages extrêmement traditionnels et très heurtés auxquels nous assistons en ce moment. C'est un vaste programme parce que je n'ai pas entendu. Quelqu'un voulait réagir ? Je dis vive le politiquement correct. Voilà, c'est un petit peu voilà le mauvais esprit qui se manifeste tout de suite avec vous, Jacques Miard. Voilà, mais vaste programme effectivement, parce que moi je trouve qu'il y a une forme d'agressivité. Le monde d'après qu'on nous décrit, quand on est dans la rue, on voit qu'il y a quand même une tension, certainement due à l'angoisse, mais un certain agacement et puis d'incivisme aussi. Écoutez, puisse cette initiative être entendue. Alexis Poulain, c'est un coup de gueule. Oui, moi c'est sûr. Alors les makers, vous savez, c'est ces gens qui ont des labs d'impression 3D, qui font des objets et qui s'étaient coalisés pour faire des visières pour les soignants, pour d'autres métiers, et qui les donnaient. Donc il y avait une vraie solidarité et un vrai savoir-faire. Et là, du coup, on était dans la Startup Nation et on les empêche de faire cette solidarité parce que ça mettrait un petit gravier dans la concurrence libre et non faussée du marché et on n'aurait pas le droit de donner des visières comme ils l'ont fait. Je trouve ça lamentable de voir qu'on n'encourage pas ce genre, au contraire, d'initiatives, d'intelligence collective, de solidarité. C'est la preuve que on est loin du monde d'après. La loi, tout simplement, parce que c'est pas normé, ce serait dangereux, etc. Mais il a fallu faire au cœur de la crise avec ce qu'on pouvait. On a vu déjà les couturières qui avaient aidé, qui ont fait des masques et à qui on a dit finalement, vos masques, non, ils sont pas aux normes. Et puis on peut pas vous payer, donc il faut faire ça gratuitement. À un moment, il faut être payé pour son travail. Pour les makers, ils demandaient même pas d'être payés. C'était simplement une initiative intelligente avec justement les moyens du bord et ce qu'on pouvait faire. Je trouve ça triste de voir qu'on n'encourage pas ces initiatives-là qui sont celles du monde d'après. Si on veut vraiment un monde d'après, il va falloir aller davantage dans cette transversalité, dans cette capacité aussi des gens de s'auto-organiser et faire confiance un peu aux uns et aux autres. On a eu le même problème avec les patrons d'entreprise qui voulaient commander des masques, qui faisaient ce qu'ils pouvaient et puis qui se retrouvaient devant un mur face à l'administration. C'est un vrai débat qui est en train de monter sur le trop de lois, trop de coercition légale. Alors c'est pour le bien des gens, soi-disant, mais à un moment, il faut peut-être aussi être accord avec ses idées. Et vu qu'Emmanuel Macron était celui qui prônait la Startup Nation et ce genre de libération des énergies, c'est étonnant de voir que c'est sous son quinquennat qu'on voit ce genre de réflexes, toujours les mêmes, d'empêcher l'initiative personnelle. Bon, écoutez, oui, c'est je voudrais... Oui.
Jacques Miard. Oui, je voudrais juste dire un mot, parce que moi, sur ma ville, j'ai quelqu'un qui a fait des visières, nous les avons aidés. J'ai notamment rédigé un laissez-passer pour qu'il puisse être livré pendant la période de confinement. Et je suis un peu étonné par ces propos, parce que nous n'avons eu aucun retour de bâton, Oui. et nous allons sans doute donner même une petite subvention, je vais le proposer au prochain conseil municipal, pour notamment les matières premières, parce que tout ça n'est pas gratuit. Lorsque vous faites des visières, vous devez avoir des matières premières et ensuite vous les formater selon la formule du 3D. Mais ce qui est certain, je suis un peu étonné par ce que je viens d'entendre, parce que je ne vois pas en quoi les dons seraient interdits par la loi. Oui. Alors, c'était par rapport au produit, à la labellisation du produit. Donc, le problème est là. C'est un petit peu différent. Oui, mais c'est un petit peu différent. On ne peut pas non plus il y a des conditions quoi sur le marché. Bien sûr, il y a des conditions. Ouais. C'est uniquement ça. Donc si vous les vendez, sans doute. Mais là, les dons, je ne vois pas en quoi la loi interdit les dons aujourd'hui. Non, c'était des précisions réglementaires sur la façon dont ils faisaient ça. Et voilà. Donc, ils ont fait depuis un. Mais il faut leur rendre hommage, vous avez raison. Oui, absolument. Tous ces gens qui se sont mobilisés. Alors, Jacques Miard, puisque vous avez la parole, allez-y. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Parce que quand j'entends Macron-Jupiter se rallier à De Gaulle et appeler à l'esprit de résistance, je me suis posé la question si ce n'était pas de la résistance contre Macron, justement, qu'il fallait organiser. Parce que franchement, dire que Macron se prétend gaulliste aujourd'hui, alors véritablement, c'est plus de la politique, c'est une tête à queue à 180 degrés, mais alors là, la bagnole va se casser la gueule. Hein. Donc, ça ne tient pas la route. Et j'ai été assez choqué. Il est tout à fait légitime que le président de la République rende hommage à De Gaulle, mais de là à tenir les propos qu'il a tenus, j'ai été un peu surpris. Et je parle en tant que président de l'Académie du gaulliste, qui est effectivement une association qui regroupe un certain nombre de gaullistes. On a été franchement choqués. Cette récupération est excessive. Oui, mais enfin, je passais l'émission Quotidien hier qui a fait un petit recensement de tous ceux qui se disaient gaullistes. Le pauvre général. Je suis d'accord, mais pas. Non, Emmanuel Macron, et c'est son droit, a prôné véritablement, une internationalisation et une mondialisation heureuse, 2, une eurobéatitude qui pour moi est excessive, je le dis comme je le pense, parce qu'on a besoin d'Europe, mais on n'a pas besoin d'intégrisme idéologique européen comme il le fait à longueur de temps, et donc il y a quand même des limites. Et je peux vous dire que lorsque vous accusez la France d'avoir commis des crimes contre l'humanité au temps de la colonisation, je peux vous dire que ce n'est pas le genre de propos que De Gaulle aurait tenu. Lorsque vous avez un président de la République qui a dit partout, il n'y a pas de culture française, mais il y a des cultures, désolé, ce n'est pas acceptable non plus. Donc c'est la raison pour laquelle je dis c'est un coup de gueule. Gaspard Ganzer, vous avez pensé quoi de ce déplacement? Non, j'ai trouvé ça bien que le président de la République veuille rendre hommage à l'esprit de résistance gaulliste. Je pense que ça fait partie quand même du rôle du président de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, ils l'ont tous fait. La personnalité du général de Gaulle n'appartient à personne et je pense qu'on a parfois tendance à oublier tout ce qu'il a fait de grand pour notre pays. Donc réjouissons-nous que positivement il ait voulu lui rendre hommage. Je n'y ai pas vu l'instrumentalisation, mais le rôle normal d'un chef de l'État. On aurait même souhaité que c'est plus d'écho que cela en a eu, parce que malheureusement les gens sont pris par leur urgence du quotidien. Bon, alors vous c'était un... Oui. Ouais, un coup de gueule pour vous, Gaspard Ganzer. Oui, en fait, tout cas une inquiétude. On commence un peu à parler des conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire terrible qui nous étreint, notamment pour les défaillances d'entreprises, les PSE. On voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui, américaines, européennes, préparent des plans sociaux, ce qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi. Mais ce que je vois venir devant nous, c'est la question du chômage des jeunes. Et il va y avoir une grande difficulté pour toutes ces personnes qui vont rentrer aujourd'hui sur le marché du travail, souvent en ayant en plus obtenu leur diplôme dans des conditions un peu particulières, parce qu'il n'y a pas eu d'examen, pas de concours final, etc. Et c'est souvent sur les jeunes que le chômage s'abat le plus durement. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle dès maintenant. La bataille de l'emploi, elle doit commencer dès maintenant. C'est pas parce qu'on n'a pas encore l'explosion du chômage et que celle-ci n'interviendra qu'à l'automne prochain qu'il faut reporter cela. Oui, mais enfin, ça va être un chômage, effectivement, vous le dites pour les jeunes, mais d'une manière générale, il va y avoir très vraisemblablement une vague de licenciements assez importante parce que les commerçants et les entreprises ne vont pas pouvoir faire face. Non, mais le chômage va concerner tout le monde et c'est une évidence. Hein,
Et je trouve qu'on en parle encore trop peu aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faudrait se retrousser les manches pour aider les commerçants, les entreprises, les industries. Mais vous savez, sans faire de cours d'économie, la sélectivité du marché du travail, elle s'abat toujours sur les mêmes personnes. C'est-à-dire les personnes les plus âgées, les personnes les plus jeunes et les moins qualifiées. Et donc, c'est toujours vers ces personnes-là qu'il faut porter notre effort en priorité. Je sais que les emplois aidés en direction des jeunes ont été souvent critiqués, qu'ils étaient promus par la droite ou par la gauche, parce que tout le monde en a fait. Borloo en a fait, Aubry en a fait, Sarkozy en a fait, Hollande en a fait. Mais là, il va falloir les utiliser parce que sinon, il y a des gens qui vont être très durablement éloignés de l'emploi. Gaspard, allez, on va ajouter quelque chose avec Valérie. Pardon, oui, Jacques. Monopoliser la parole. Vous avez raison, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le chômage est une conséquence et n'est pas véritablement ab initio le problème. Il faudrait investir. Il faut investir, investir et toujours investir. Et ça, il y a des solutions aujourd'hui qui ne passent pas d'ailleurs par la dette, qui passent par un changement de politique économique et un changement des critères maastrichtiens. Donc, je suis intimement convaincu qu'effectivement, c'est par l'investissement qu'on va pouvoir relancer la machine. Je suis convaincu que c'est possible, mais bien évidemment, chaque fois qu'on investit, les éléments, je dirais les effets, viennent pas tout de suite. Il faut un temps certain d'environ 12 mois, voire à 18 mois. Donc c'est pour ça que pendant cet écart-là, il faudra prendre des mesures d'urgence, comme on l'a fait avec le chômage partiel, pour permettre à ceux qui sont plus éloignés du travail. Je pense que ça, ce sera nécessaire, effectivement, mais la base de la chose, c'est l'investissement. Il n'y a pas eu de pénurie de masques, il n'y a pas eu de rupture. On va en reparler. C'est la déclaration d'Emmanuel Macron hier dans ce documentaire diffusé sur BFM TV. Qu'en pensez-vous? À tout de suite. Alors, avant de parler de la petite phrase d'Emmanuel Macron, nous n'avons jamais été en rupture de masque. Je voulais vous faire réagir sur l'annonce de Donald Trump hier. Il a dit qu'il prenait de l'hydroxychloroquine de façon préventive depuis une semaine. Ce matin, le professeur Deray dit qui croire, le président américain ou ses autorités sanitaires qui recommandent de ne pas prendre d'hydroxychloroquine hors d'un essai clinique. Pour moi, le choix est facile. On l'a évoqué tout à l'heure avec le professeur Juvin. Oui, Jacques Miard. Oui, à mon avis, Trump, il ne prend pas que de l'hydrochloroquine, je ne sais pas. Il doit prendre un peu trop de whisky, à mon avis. Vous pensez? Moi, je prends mon café dans une tasse Trump. Eh ben, écoutez, moi, j'ai la reine d'Angleterre, donc vous voyez, chacun nos mugs. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme, encore une fois, on connaît Donald Trump, mais d'irresponsabilité quand on est président des États-Unis? On a vu que mais quand il avait dit que... Passons. Parler de lui, c'est lui faire trop d'honneur. Mais c'est justement ce qu'il cherche, justement. Je crois que chaque jour, il essaie de créer une polémique, de se distinguer d'une façon particulière, parce que sa gestion de la crise, on va dire, n'est pas très efficace pour l'instant. Il y a un très grand nombre de morts aux États-Unis, la situation économique est épouvantable, et donc lui, tous les jours, il rajoute une pièce dans la machine à polémique. Et il faut reconnaître que ça marche assez bien, mais on a toujours peur de l'épisode suivant, parce qu'on franchit des nouvelles étapes chaque jour dans n'importe quoi. Oui, enfin, il est président des États-Unis, donc c'est vrai que malheureusement, pourquoi pas l'hydroxychloroquine, pourquoi pas, sauf qu'il peut le prendre sans le dire forsément. Il accrédite. Mais ce qui est gênant, c'est pas tellement le produit en tant que tel. Moi, le produit en tant que tel, il y a un sujet sanitaire, médical, sur lequel il ne convient pas de s'exprimer, en tout cas pas pour moi. En revanche, c'est le côté publicitaire de la chose, et puis surtout le côté préventif. Il aurait pu raconter qu'il buvait du thé ou du café tous les jours de façon préventive. Ça ne nous aurait pas changé grand-chose. Oui, Alexis Poulain. Le risque en plus d'avoir ce médicament sans ordonnance en dehors d'un processus médical qui est dangereux. Donc là, il est dangereux d'une certaine façon en disant voilà, moi il n'y a aucun risque pour moi, mais lui il est président des États-Unis, il a un médecin personnel, il est encadré, mais tous ceux qui vont écouter, on se rappelle au début de la publicité pour l'hydrochloroquine où les gens allaient chercher des produits à aquarium. Il y a eu des morts qui prenaient n'importe quoi. Et les annonces de Trump, quand il a parlé de javeliser aussi l'intérieur du corps humain, il y a eu des gens hospitalisés parce qu'ils l'ont écouté. Donc sa parole, il devrait faire attention à ce qu'il dit parce que sa parole implique des choses et des comportements derrière. Et là, en l'occurrence, c'est particulièrement irresponsable de sa part de lancer à la volée que lui en prend, qu'il n'y a aucun risque pour lui. Évidemment, pour lui, il n'y a aucun risque. Mais pour ceux qui vont l'écouter et qui vont se dire « vite, il faut que j'en achète et que j'en prenne n'importe comment », là, il y a des risques cardiaques qui sont évidents. Virginie Si je peux faire deux observations, je dirais une chose.
Donald Trump n'oublie jamais, quand il parle comme ça, de façon totalement excessive et irresponsable, nous on le regarde avec nos yeux d'Européens, mais lui ça lui est totalement indifférent, il s'adresse à son électorat, et c'est pas son électorat qui est malade aujourd'hui. Ceux qui sont malades et ceux qui sont morts, ce sont essentiellement les communautés noires, les communautés d'immigrés, ce ne sont pas ceux qui ont voté pour lui. Et j'allais dire que de façon cynique, je crois qu'il s'en fiche. Lui, il continue à s'adresser à son électorat, à préparer le mois de novembre, et je crains que le succès qu'il rencontre toujours, quoi qu'on en pense auprès de son électorat, ne le conduise à être réélu dans quelques mois, malgré tout et envers et contre tout. Et il sera réélu, Virginie, parce qu'il n'a personne en face de lui. Je suis assez d'accord avec vous. Mais vous savez, je vais vous dire, moi je suis assez frappé par cette espèce de comment dirais-je, de flatterie permanente qu'on nourrit vis-à-vis des États-Unis. Moi, je me tiens toujours à la fameuse phrase de Virgile, « Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant ». Et les Français devraient regarder les États-Unis comme ils sont et non pas comme véritablement le paragon du libéralisme, des droits en tout domaine, etc. C'est un pays extrêmement contrasté, c'est un pays malade au fond de lui-même. Et en tout état de cause, moi j'ai toujours pensé que les États-Unis ne nous aimaient pas toujours. Et on devrait vraiment le prendre en compte. Allez, on va passer donc à cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui était hier, qui a été prononcée hier dans un documentaire diffusé par BFM TV qui était au cœur de l'Élysée. Écoutez ce qu'il a dit à propos des masques. Les choses ont été dites, les choses ont été gérées. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Nous n'avons jamais été en rupture, mais c'est vrai qu'il y a eu des manques. Alors, je ne sais pas quelle figure littéraire, Gaspard Ganzer. Ça va être dur, hein, Gaspard. Je veux bien commencer, non mais... Bon, déjà, ça va être dur, très dur. Ce reportage laissez-le parler. Ouais. Ce reportage était intéressant parce que c'était toujours bien de voir comment les choses se passent dans la coulisse, mais on a surtout retenu cette ligne d'amour du président de la République. Ouais. Moi, à titre personnel, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le président de la République ne continue pas à suivre le fil qu'il avait emprunté mi-avril dans son allocution en disant oui, bon, bah voilà, il y a eu des défaillances, il y a eu des problèmes, il y a eu des manques, nous n'étions pas prêts. Je pense que les Français comprendraient beaucoup mieux qu'on puisse dire écoutez, personne n'avait pu voir venir une épidémie aussi importante, aussi grosse. On avait des masques, mais visiblement, on n'en avait pas assez et on a tout fait pour rattraper notre retard. Je pense que ce langage de simplicité et de vérité, il serait beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à entendre. Mais visiblement, il y a une résistance parce que peut-être qu'il y a une peur de la responsabilité politique pour certains ou de la responsabilité pénale pour d'autres. Oui. Et je crois qu'il n'y aurait pas de honte à reconnaître qu'il y avait du manque. C'est ça qui est dingue. C'est effectivement... vouloir absolument échapper à la responsabilité, qu'elle soit politique ou pénale. Enfin, être élu, c'est être responsable. Bien sûr. Pourquoi vouloir à ce point-là mentir et s'enferrer dans le mensonge ? C'est insultant pour les soignants qui étaient obligés de découper des sacs poubelles pour se faire des surblouses. C'est insultant pour ceux qui sont morts du Covid, qui ont perdu quelqu'un ou qui sont tombés malades. C'est insultant pour les gens qui cherchaient des masques, qui ont fait des masques. Tous ces généralistes, les généralistes, enfin, les tous dentistes. Les généralistes qui étaient en première ligne, qui recevaient voilà, qui... Non, on ne peut pas entendre ça, on ne peut pas cautionner. On ne peut même pas excuser. C'est incompréhensible de voir un personnage aussi clivant à la tête de l'État. C'est pas le rôle d'un président de la République de dire des conneries pareilles. Excusez-moi, mais là on est dans un truc où soit c'est volontaire et c'est pour mettre de l'huile sur le feu et avoir une déclaration de ce type-là, soit ça montre une personnalité dangereuse qui refuse d'admettre ses faiblesses et ses erreurs. Alors, au-delà de la responsabilité, là, on lui demande un discours de vérité, on lui demande de rassembler. S'il veut l'union nationale, qu'il commence à faire un premier pas vers les Français. Moi, j'ajouterais que Emmanuel Macron, depuis le début... Emmanuel Macron, depuis le début, s'est enferré dans cette histoire des masques. Il faut se souvenir de la doctrine du début qui a été répétée par l'exécutif pendant plusieurs semaines, qui était le masque ne sert à rien. Et il faut se souvenir parallèlement qu'aujourd'hui, donc quelques semaines après, le gouvernement est obligé de dire oui, il va falloir porter des masques dans l'espace public. Il n'a toujours pas le courage de dire dans les transports publics, il n'a toujours pas le courage de dire qu'il faudrait peut-être même les porter dans l'espace public. Il y a quelque chose d'incroyablement douloureux pour eux dans cette histoire de masques parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur doctrine totalement folle du début. Ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Et je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit. Je pense que tous les personnels hospitaliers qui entendent aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de rupture de masques
masque sont les premiers à dire c'est faux, c'est pas vrai, on l'a vécu au jour le jour. Et ne parlons pas des médecins de ville qui n'ont pas eu de masque jusqu'à il y a très 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 peu de temps. Donc je ne sais pas si c'est de l'orgueil, si c'est une forme d'incapacité à reconnaître que sur ce terrain-là, ils se sont trompés, qu'ils ont eu le mauvais discours, et plutôt que de dire on n'a pas de masque et les réserves stratégiques que l'on croyait avoir ne sont pas du tout celles que l'on pensait, et on est obligé de les rationner et de les réserver à ceux qui en ont vraiment besoin, plutôt que de dire ça, ils ont été incapables depuis le début d'aborder le problème de façon frontale. Et aujourd'hui encore, ils sont dans le déni. Mais la phrase d'Emmanuel Macron pourrait être un sujet du bac. Il n'y a jamais eu de rupture, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques. Donc il n'y a pas eu de rupture, mais il y a eu des manques. Mais c'est un jeu sur les mots, c'est ça qui est honteux, c'est qu'on n'en est pas là. On n'en est plus à jouer sur les mots. Il y a eu une faute qui a été l'absence de réaction du pouvoir français vis-à-vis de la commande de masques. Alors certes, cette crise, on n'a pas vu l'ampleur, on peut trouver des excuses, mais au moment où on savait, on commandait les masques, point. Et puis on répondait aux gens qui disaient « Moi, j'ai des filières, on pourrait aller vite, répondez-moi ». Personne n'a répondu à ces gens-là. Donc à un moment, il faut faire un mea culpa, c'est tout, et puis dire alors, oui. Jacques Miard. Oui, bon, j'ai relevé que même les partisans le partisan de M. Macron est véritablement déjà en voie de dissidence. Et je l'en félicite parce que la lucidité et la cohésion et je dirais effectivement la logique même de l'action politique veut qu'on reste droit dans ses bottes. Deuxièmement, il est clair que c'est plus Macron-Jupiter, c'est Macron-Oxymore. Il faut quand même regarder quels sont. On ne peut pas dire tout et son contraire à quelques, je dirais, encablures de discours. Ce n'est pas crédible. Et malheureusement, on sait très bien ce qui s'est passé. Il n'y a qu'à relire les 5 articles fondamentaux qui ont été publiés dans un journal du soir que je lis malheureusement toujours. Il n'en est pas moins qu'il y a véritablement eu de la part des gens qui sont maintenant en place, qu'ils ont commis des fautes. C'est ça. Et là, je pense que la commission d'enquête, après les événements, viendra faire la clarté pour que Marisol Touraine dise aïe, 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 s'il y a une commission d'enquête, ça va être difficile. Tout est dit. Donc, on ne va pas aller plus loin. Mais de la part du président de la République, les bras m'en tombent. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est Macron-Oxymore. 0826 300 300 si vous voulez réagir. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Y a-t-il eu pénurie de masques ou uniquement un manque ? Voilà. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. André qui va revenir évidemment sur les déclarations de Donald Trump et sa prise de chloroquine. Je suis avec Virginie Leguet, Gaspard Ganzer, Jacques Miard et Alexis Poulain. On a un auditeur en ligne, Jacques, qui voulait réagir à la petite phrase d'Emmanuel Macron sur le fait que nous n'avons pas manqué, qu'il n'y a pas eu de pénurie de masques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Non, au-delà de la petite phrase qui est tout simplement indécente et sur laquelle je pense qu'il est inutile de s'attarder, moi c'est sur la stature d'homme d'État d'Emmanuel Macron que je voudrais me prononcer. Emmanuel Macron a montré au moment de cette crise qu'il n'avait pas eu la stature d'un homme d'État. Pour preuve, il suffit de avez-vous déjà vu un président de la République qui pousse à la désertion de son ministre de la Santé ou ministre des Armées si nous étions en temps de guerre, comme il l'a suggéré, juste au moment où le conflit va naître. Je pense que ne serait-ce que par cette décision-là, il a montré, sa non-stature d'homme d'État. Emmanuel Macron est un président fabriqué en laboratoire. C'est un président de synthèse. Comme dit Éric Zemmour, il a réuni la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche. Moi, je dis qu'il est plutôt, il a réuni la gauche caviar et la droite cigare. Mais avec ses politiques, sa politique de l'oxymore en permanence, c'est à la mort de la France qui nous conduit dans les prochaines années si on n'y remédie pas. Alors, ce que je voudrais lancer comme appel, c'est un appel à tous les gens qui aujourd'hui se reconnaissent dans le souverainisme et notamment à la droite française. Parce que moi, je suis un électeur de droite et depuis
1981 où j'ai voté Chirac à l'élection d'Emmanuel Macron où j'ai voté François Fillon au premier tour. Et après et ensuite Marine Le Pen au second tour, car je pressentais que Macron allait être le pire président de la République, de la Ve République. Donc ce que j'appelle les François Aubert, les Bruno Retailleau, les Guillaume Larrivé, les François-Xavier Bellamy à quitter immédiatement LR et à créer un grand mouvement les compagnons de la souveraineté et de faire en sorte qu'aujourd'hui le débat qui s'ouvrira demain soit celui de plus de France ou plus d'Europe et que ce débat soit tranché de façon catégorique, car je pense qu'aujourd'hui il y a toute une sociologie en France qui est toujours la sociologie du non de 2005 et qu'il faut rassembler. Donc j'espère que ces gens-là qui se réclament du gaullisme auront le courage... Tout le monde se réclame du gaullisme aujourd'hui, Jacques. Merci pour votre appel. Après, juste pour dire que beaucoup de pays ont connu des difficultés aussi dans la crise du coronavirus. Donc, quand vous dites, effectivement, ça a été une erreur de laisser partir Agnès Buzyn, sauf que je ne sais pas si à l'époque ils étaient au courant de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que refaire le match après, c'est toujours plus facile. Et ils étaient au courant, Alexis Poulain, vous le savez? Oui, ils étaient au courant puisque Agnès Buzyn, Gaspard Ganzer qui a dit ils étaient au courant? Non, c'est moi. Non, c'est Alexis. Oui. Ça m'étonnait que ce soit vous qui disiez ça. Non, mais bien sûr qu'ils étaient au courant, puisque Agnès Buzyn se voulait rassurante en disant qu'elle donnait les clés du ministère à Olivier Véran en bonne forme, que tout était en place, qu'il n'y aurait pas de pénurie de masques, voilà. Donc non, il y avait cette note en plus du Quai qui faisait état dès décembre de l'amplitude de la crise en Chine. Non, ils étaient au courant. Après que, effectivement, les signaux n'aient pas été pris correctement. Voilà. Mais on ne fait pas, effectivement, démissionner sa ministre de la Santé, sachant que cette crise sanitaire majeure arrive pour faire les municipales. Enfin, vraiment, là, je crois qu'on était le seul pays au monde à faire un truc pareil. Parce qu'on a eu des élections à ce moment-là aussi, Gaspard Ganzer. C'est toujours... Non, de toute façon, c'est toujours facile de refaire le match a posteriori. Et c'est difficile de se remettre dans l'état d'esprit du pays au mois de février à ce moment-là. Moi, j'essaie de ne pas juger ceux qui gouvernent parce que j'ai fait le difficile apprentissage de la gestion de l'État au plus haut niveau. On commet des erreurs, donc c'est pour ça que parfois il faut savoir les reconnaître et en tirer les conséquences. Mais souvent, dans l'urgence de la crise, on doit faire au mieux possible. Et moi, je ne suis pas complotiste. Je ne dis pas qu'ils savaient et qu'ils ont fait différemment. Je me demande bien pour quelles raisons d'ailleurs. J'ai tendance à leur faire confiance, comme je faisais confiance à Nicolas Sarkozy en 2008 et à François Hollande en 2015. Parce que face à la crise, je pense qu'on a quand même aussi besoin d'un peu d'union et d'unité. Est-ce qu'il y a des moments de... J'avais une question. J'avais juste une question. Attendez, juste une question. Est-ce qu'il y a des moments de panique, Gaspard Ganzer, quand on est à l'Élysée? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit on ne sait pas quoi faire? Je peux vous dire que le soir du 13 novembre 2015, quand il y avait 400 blessés, 130 morts et 1000 personnes prises en otage au Bataclan, on ne roulait pas des mécaniques. On n'était pas en train de dire qu'on gérait tout parfaitement. On a fait notre possible, mais à un moment donné, on a senti le monde s'effondrer sous nos pieds et on a cherché à réagir du mieux possible. Je crois plutôt bien finalement sur le moment, même si à long terme, malheureusement, de mauvaises décisions ont aussi été prises. Mais il serait faux de dire que les chefs d'État ou de gouvernement sont des superman avec des super pouvoirs. On fait ce qu'on peut face à des crises inimaginables et non prévisibles, comme étaient les cas des attentats en 2015. Moi, je ne vais pas reprocher à ce gouvernement de ne pas avoir vu venir la pandémie, mais il n'en demeure pas moins que pour l'ex-ministre de la Santé, elle a clairement dit qu'elle savait que la catastrophe allait venir. Elle l'a dit elle-même. Oui, elle l'a dit elle-même, oui, c'est vrai. Virginie, pardon, je vous ai interrompu. Non, mais attendez, moi je ne vais pas. Oui. La pandémie, je peux vous dire, il est clair que certaines analyses avaient été faites dans le passé en disant ça peut nous pendre au nez. Hein, ça, c'est clair. Et donc, pourquoi? Parce que l'histoire est toujours tragique et qu'on a oublié la grippe espagnole, des choses comme ça, même la grippe asiatique. Mais ce qui est certain, ce qui n'est pas acceptable, c'est véritablement cette contradiction dans les termes rapidement. Il y a un moment, on doit assumer, et c'est là où véritablement, moi je l'ai déjà dit, vous savez, à l'Assemblée nationale, j'ai siégé à côté d'Emmanuel Macron. Quand je dis à côté,
c'est la touche-touche, parce qu'il y avait tellement de personnes dans ce gouvernement Hollande qu'ils étaient presque obligés de prendre des sièges de l'opposition. Pas le mien, hein, je vous dis tout net. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas agir de cette manière. La cohérence, c'est le fondement de la politique. Et si vous voulez avoir de la crédibilité, vous ne tenez pas des propos de ce type. C'est plus Macron-Jupiter, c'est Macron-Oxymore. Virginie, je vous avais interrompu, pardon. Je voulais simplement rappeler les propos de Madame Buzyn elle-même dans un entretien qu'elle avait donné au Figaro au tout début de la crise sanitaire, où elle racontait qu'elle avait été une des premières à alerter les autres membres de l'exécutif sur la gravité de ce qui allait se passer. Elle faisait état d'une date dont elle disait qu'elle était la toute première date où elle avait lancé l'alerte. Et d'ailleurs, ça rendait d'autant plus invraisemblable et d'autant plus irresponsable sa décision de quitter son ministère et d'aller rejoindre la campagne de Paris. Donc, je ne sais pas ce que savait Emmanuel Macron, mais si l'on en croit sa ministre de la Santé, qu'il était à l'époque, il a été alerté très en amont des décisions qui ont été prises. Donc là, il y a des choses qui sont reconnues par les acteurs eux-mêmes de l'exécutif. Ce n'est pas une invention. Elle l'a affirmé elle-même. Alors, est-ce qu'elle s'est donné un rôle qu'elle n'a pas joué? Est-ce qu'elle a effectivement prévenu comme elle le dit? Ou est-ce qu'à posteriori, elle a raconté une histoire qui d'ailleurs la mettait dans une situation, je trouve, plus embarrassante encore? Exact. Qui veut intervenir? Non, mais en fait, de toute façon, tout ça, la vérité, on finira par la savoir, en tout cas j'espère, parce qu'il y aura les acteurs vont être amenés à s'exprimer dans les médias, j'imagine, devant des commissions. Il va y avoir des commissions d'enquête. Seront reconnues, et c'est une très bonne chose. Je pense qu'Agnès Buzyn, au mois de février, elle a quitté le gouvernement pour rejoindre la campagne parisienne dans des circonstances un peu particulières. Hein. On l'a oublié, il y a des histoires de sexe avec de Benjamin Devos, ça me semble très loin. Vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone parce qu'on ne vous entend pas très bien, Gaspard, ou l'écouteur. Là, vous m'entendez là ou pas? Oui, mieux. Pardon, excusez-moi. Non, je disais qu'on a oublié les circonstances un peu particulières dans lesquelles Agnès Buzyn est rentrée au gouvernement. C'était pas au gouvernement, pardon, dans la campagne municipale, c'était lié à cette sexe de Benjamin Devos. On vous entend mal, Gaspard Ganzer. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On va prendre Nadir en attendant. Nadir, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? On vous écoute sur Sud Radio. En vous écoutant là depuis tout à l'heure, il y a 2-3 petites choses que je voudrais dire. C'était que j'avais entendu un de vos collaborateurs qui avait émis l'idée selon laquelle il faudrait entre guillemets pas vraiment refaire le match ou pas vraiment partir du principe que voilà c'est facile, etc. Mais moi j'ai juste une petite chose à soumettre là-dessus, une petite incohérence, c'est-à-dire que politique on l'est par choix de carrière, ça en découle des responsabilités. Après, bien sûr que sur le moment, il est bien facile de dire « Ah, si j'avais su, on aurait fait ça », mais toujours est-il que sur le moment, c'est pas comme si personne n'avait tiré la sonnette, en fait. Si personne n'avait réagi, que eux, ils avaient réagi que selon leur avis. Ok, très bien, mais par rapport au moment des masques, quand les pharmaciens, ils avaient dit « Bon, on en a, on peut les vendre ». Non, attendez, ils avaient l'interdiction de les faire. Sur le moment-là, ils auraient pu choisir d'autoriser de les vendre, sauf qu'ils ont décidé autrement. Pour être clair, moi, l'idée pour laquelle je vous appelais, c'était un constat. Et hier, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau par rapport au discours de notre président, entre guillemets. Et j'entendais aussi un de vos collaborateurs dire qu'il est le pire président. Moi, je le mettrais même pas dans la catégorie des présidents. Même pas. Oui, qui disait ça. Oui. Voilà, même pas dans la catégorie des présidents. Il est politique, certes, mais pas président. Il n'en a pas la carrure. Vous aviez voté pour lui ou pas? Non, moi, j'ai pas voté. J'avais pas voté pour lui ni pour un autre. J'étais pas présent sur le sol à ce moment-là, donc j'ai pas pu voter. Mais toujours est-il que, à mon sens, au vu des circonstances, au vu de comment les choses sont tournées, au vu de comment les choses sont présentées, j'ai l'impression, et eux, je pense que les décideurs s'en sont rendus compte, qu'on est dans un pays de moutons, où on est des personnes ou des dindes, des personnes qui ne sont pas capables de réflexion par eux-mêmes. Un exemple simple, vous expliquez comment qu'on nous interdise de sortir, qu'en cours de confinement, on nous relance et que derrière, on nous dise « Ok, vous êtes autorisé à sortir », mais pas
au-delà de 100 km. Et avant de nous autoriser à sortir, on met en place une carte sur laquelle les différents départements et différentes régions de France sont notés rouge ou vert, pas en fonction du nombre de cas avérés ou de cas sérieux. Non, en fonction des personnes qui se sont présentées avec des symptômes liés. Mais la grippe, elle a de la fièvre. Les douleurs intestinales, elles sont liées à d'autres maladies. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se pointer aux urgences avec mal au ventre, mal à la tête et des vertiges un peu. On va les catégoriser comme Covid. Moi, je trouvais pas ça normal. Oui, je pense qu'il y a eu d'autres, c'est les remontées des ARS. Après, le vote, il est là, on est dans une démocratie, il faut aller voter pour justement exprimer votre opinion et voter pour celui qui vous semble être le plus adapté, Jacques Miard. Oui, je voulais juste dire un mot pour répondre à cet interlocuteur. Moi, je me suis toujours présenté comme un opposant farouche à Macron, car je n'ai jamais cru dans cet homme qui, pour moi, est une sorte de marabout. N'est-ce pas? Il a maraboutisé la France avec un certain nombre, avec les faiblesses des autres, aussi les fautes des autres, ça c'est clair, on ne va pas revenir là-dessus. On a notre part, nous, à droite, de responsabilité dans son arrivée au pouvoir, compte tenu de ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je crains, et là je m'adresse un peu à Gaspard, qui est un homme qui visiblement, je dirais, a le courage de tendre les distances vis-à-vis de la Macronie, c'est que ce genre de déclaration est capable de susciter une colère politique qui risque, n'oubliez pas, contrairement à ce que vient de dire vos derniers interlocuteurs, il ne faut pas croire que les Français, comme disait De Gaulle, sont dévots. Non, c'est un peuple qui est terrible et qui peut à un moment tomber dans la révolte et que ça peut très très mal se terminer. Donc il faut faire très attention, c'est le genre de déclaration irresponsable qui peut mettre véritablement le feu à la savane. Alors, je pense que vous m'entendez mieux, Valérie? Oui, c'est mieux, beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Pardonnez-moi pour tout à l'heure. Certains ont dit que vous aviez brouillé exprès vos propos parce que vous ne saviez pas quoi dire. Non, malheureusement non, mais je pense qu'il n'y a pas de complot. Vous passiez sous un tunnel, c'est ça? Vous passiez sous un tunnel. Non, donc pour voilà, on vous écoute. Oui. À Jacques Miard, c'est vrai que, vous savez, Emmanuel Macron avait beaucoup dit pendant la campagne présidentielle que les Français étaient attachés à la figure du roi. Et à l'époque, je m'étais permis de le dire à son entourage, oui, c'est vrai, les Français sont des monarchistes, mais c'est des monarchistes un peu particuliers parce qu'ils sont aussi régicides. Donc espérons que ça ne se termine pas de la même manière, et c'est vraiment pour la boutade que je peux le dire. Ce que je crois, c'est qu'Emmanuel Macron doit aujourd'hui faire un mouvement politique considérable après la gestion de cette crise, parce que les problèmes seront devant nous, les problèmes économiques, les problèmes sociaux avec le chômage, les problèmes politiques, et s'il ne renverse pas la table au cours des prochaines semaines, effectivement, ça peut mal se finir. Espérons qu'il ait la hauteur de vue historique. On parlait de Gaulle tout à l'heure, pour qu'il puisse réagir de façon gaullienne face à cette situation exceptionnelle. Je voudrais juste vous rappeler... Attendez, Jacques Miard, Alexis et Virginie parlent pas trop. Voilà. Virginie après Alexis. Je crains que ça se finisse d'autant plus mal que Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, n'a cessé d'entretenir un face-à-face privilégié avec le Rassemblement national, considérant que le seul interlocuteur dont il était capable de vaincre très facilement au deuxième tour, c'était le Rassemblement national, comme il l'a fait en 2017. Et je trouve que pour le coup, ce choix politique qu'il fait, de toujours privilégier Marine Le Pen, au moment des européennes, il avait dit nous devons battre le Rassemblement national comme si c'était une fin en soi, mais ce choix privilégié pour le coup est extrêmement dangereux et risque de se retourner contre lui et surtout contre les Français. Alors, on va marquer une pause. Alexis Poulain, vous aurez la parole. On est obligé de faire une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. Puis on va parler de ce nouveau groupe à l'Assemblée nationale qui fait perdre la majorité absolue à La République En Marche. Que faut-il en penser? À tout de suite sur Sud Radio. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, enfin non pas tout à fait dans le studio encore, mais on est avec vous sur Sud Radio avec Virginie Leguet, Gaspard Ganzer, Jacques Miard et Alexis Poulain. Alexis, on ne vous a effectivement pas beaucoup entendu quand on a des bavards comme Jacques Miard. Mais je suis bavard aussi, voilà. Mais je laisse la parole. Oui, allez-y. Non, mais et puis bon, il y en a marre de taper tout le temps sur Emmanuel Macron, mais c'est vrai que il est pas. Non, mais ouais, je commence à en avoir marre parce que c'est quotidien et j'aimerais à un moment qu'il fasse quelque chose de bien pour ce pays. Or, il pense trop à lui quand il dit oui, il faut d'abord que je me réinvente. Non, c'est pas ça. Il faudrait simplement qu'il incarne la fonction présidentielle, qu'il comprenne que c'est pas un boulot où on se déguise, où on joue des rôles,
c'est un boulot d'arbitre, c'est un boulot de rassembleur. Or, il en est incapable. Depuis ce qu'il est élu, ce que j'ai vu, c'est un fiasco total qui finit d'ailleurs avec cette énième pirouette d'un groupe dissident à l'Assemblée nationale pour essayer de sauver le soldat Macron. Mais au-delà de ça, en quoi ce groupe dissident va sauver le soldat Macron ? Parce qu'il reste dans la majorité. Malgré tout, on attend de voir si ces gens-là vont voter une motion de censure contre un futur gouvernement. Mais moi, ce que je vois, c'est un rassemblement d'ambitieux qui fait monter sa cote pour être futur secrétaire d'État et sortir du lot de députés Godillot, députés Playmobil, se faire remarquer avec un groupe totalement compatible pour essayer de dire que oui, eh bien, le macronisme, c'est aussi de gauche, parce qu'on commence vraiment à l'oublier. On a vu que c'était quand même bien de droite, et pas la bonne droite d'ailleurs, parce qu'on est loin du gaullisme, on est loin aussi d'une certaine idée de l'État. On a vu cette bande de néo-managers s'empêtrer dans la gestion de crise du Covid, mais la réforme des retraites qui a été aussi une catastrophe comme elle a été gérée, alors qu'on attendait là du dialogue social justement quelque chose d'autre. Le nouveau monde est un fiasco. Et Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un fait pour le job de président, mais personne ne l'est. Je ne vais pas dire que c'est un job auquel on rêve ou on pense qu'on pourrait faire. Il faut changer toutes ces façons d'organiser le pouvoir dans la République française. Mais il faut remettre au cœur liberté, égalité, fraternité, qui est systématiquement oublié. Et voilà. Et j'aimerais arrêter de critiquer Emmanuel Macron. J'aimerais qu'il fasse enfin quelque chose de bien pour ce pays. Peut-être sur la fronde, Valérie, si vous le permettez. Oui. Oui, parce que j'ai eu l'impression de vivre un mauvais remake de film, parce que quand j'ai travaillé aux côtés de François Hollande, on a eu les frondeurs qui ont animé le quinquennat pendant près de 3 ans, et on a vu comment ça s'est terminé. Ils ont instillé un poison au sein de la majorité. Résultat, le président de la République française de l'époque n'a pas pu se représenter. Le candidat socialiste a fait 5% à la présidentielle, et les frondeurs ont tous perdu leur siège à l'Assemblée nationale. Donc si je pouvais donner un conseil d'amis à ces néo-frondeurs, c'est peut-être de rentrer dans le rang le plus rapidement possible, de porter les idées de l'intérieur de façon positive, parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais la fronde, elle fait perdre tout le monde, elle fait perdre le pouvoir, elle fait perdre la démocratie, elle fait perdre. Je crois pas que c'est une fronde qui va faire perdre. Je crois au contraire, c'est une fronde qui est là pour aider le candidat Macron à faire un plan 2 du quinquennat, où on va dire là, il y a des gens qui sont plus à gauche, plus social, etc. Non, je pense que c'est des ambitieux qui veulent servir leur. C'est clairement des ambitieux, mais je pense qu'ils vont servir le président. Mais à la différence des frondeurs, ils ont monté un groupe, ce que n'avaient pas fait les autres, ce que n'avaient pas fait les frondeurs. Oui, Pardon, mais Virginie. On va dire c'est la petite originalité. Oui. Donc vous n'êtes pas d'accord en fait. Vous pensez que ça va servir ou pas, Virginie, le président? Je pense que nous ne sommes pas du tout dans le cas qu'a vécu Gaspard, et que les frondeurs de François Hollande ne sont absolument pas les frondeurs d'aujourd'hui. Les frondeurs d'aujourd'hui, ils sont des petits frondeurs, j'allais dire, en sucre. Ils se mettent dans un groupe en disant on refuse l'unanimité de vote, mais ils ne disent pas qu'ils vont voter contre. Ils disent qu'ils vont peser, qu'ils vont voir, qu'ils vont adapter selon les décisions. Ils veulent incarner un courant, ils s'appellent eux-mêmes écologie, démocratie solidaire. Ils veulent être l'aiguillon vert de la majorité, mais c'est un aiguillon vert qui, à mon avis, va être un aiguillon extrêmement conciliant. Donc, je ne suis pas sûre que, même si facialement on peut voir que le groupe En Marche a perdu la majorité absolue à une voix, et d'ailleurs n'est pas très important, je ne suis pas sûre que ce petit groupe-là fera autre chose que de donner son vote. Simplement, il fera de la mise en scène, il fera du cinéma, il dira on réfléchit, on n'est pas tout à fait acquis, on n'est pas dans l'automaticité, mais franchement, c'est une petite opposition de carton-pâte. Mais c'est même pas une opposition. Moi, j'y vois un tremplin pour les ambitieux. Alexis, après Jacques. En réalité, c'est des gens qui sont là parce qu'ils sortent du moule député Playmobil, député Godillot, où ils sont invisibles dans cette majorité pléthorique de l'AREM. Là, ils vont pouvoir exister personnellement. C'est un tremplin pour les ambitieux. J'y vois pas autre chose. Et ils vont pas aller contre, bien sûr, la politique d'Emmanuel Macron. Je pense que tous rêvent d'être secrétaire d'État ou ministre, de faire monter leur code politique. Et c'est juste une façon pour exister, pour ce rassemblement d'ambitieux qui crée ce Non, je crois que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Oui, je crois, et je suis d'accord avec Gaspard, parce que moi, j'étais à l'Assemblée lorsqu'il y a eu les frondeurs. En réalité, le problème, c'est que toute maison divisée contre elle-même périt. Et toujours. Il y a le fait que tout vient justement de l'absence de cohérence de la direction, à savoir du président de la République lui-même. C'est parce qu'on est dans l'incohérence permanente et ne jamais oublier qu'en réalité, il s'est fait élire non pas sur un projet réel, sur des slogans.
vous supprimez la taxe d'habitation, la retraite par points, qui n'a jamais résolu le point fondamental pour les retraites, c'est le nombre de gens actifs par rapport au nombre de gens retraités. Donc c'est du vent. Et c'est la raison pour laquelle on est tombé dans une sorte de maraboutisation de la société française et d'une certaine bourgeoisie qui s'est trouvée tout à fait d'accord tout d'un coup avec ce président. Mais ça ne va pas durer. Et c'est l'incohérence. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que pour savoir quel était véritablement le projet idéologique de M. Macron, il fallait nommer une commission et réfléchir véritablement à ce genre de choses. C'est aberrant. Lorsque De Gaulle a pris le pouvoir et qu'il a amené avec lui des députés gaullistes, c'était sur une idéologie très simple, le rang de la France et la maîtrise de notre destin. Là, c'est tout sauf ça. Donc, véritablement, aujourd'hui, le problème, c'est la faillite totale d'une vision qui n'est pas une vision, mais qui était un slogan politique qui nous a conduit dans le mur. Un slogan marketing, je crois pas. Mais il y a une chose sur laquelle Emmanuel Macron se différencie des autres, c'est sur la construction européenne et le poids qu'il joue. C'est du blabla, ça. Non, je crois pas. Regardez hier, l'annonce avec l'Allemagne va quand même dans le bon sens. Pas tous en même temps. Ça ne tient pas la route un instant. C'est parfaitement à l'encontre de tout ce que pensent nos partenaires qui veulent revenir à l'intergouvernemental. Et il est complètement à côté de ses pompes. Complètement à côté de ses pompes. Je pense que là, il y aura un vrai clivage entre nous parce que je pense que les annonces hier avec Angela Merkel vont dans le bon sens. Mais non, je ne suis pas d'accord. C'est du vrai argent qui va servir les Européens. Je reviens une seconde sur la fronde. Excusez-moi. Oui, je crois qu'on aimerait y voir de l'idéologie, de la politique ou de la stratégie politique. Je crois qu'il faut juste y voir ce que c'est-à-dire de l'ambition personnelle et surtout beaucoup d'ingratitude. Parce que ces gens qui se dressent aujourd'hui contre Emmanuel Macron, ils étaient très contents de pouvoir mettre son visage sur une affiche électorale en 2017 et d'être élus dans le cadre d'une vague avec. On est d'accord. Ce sont des députés hologrammes et c'est la preuve qu'on ne fait pas une majorité avec. C'est un hommage à Jean-Luc Mélenchon, l'hologramme, c'est ça. mais c'est aussi, c'était porté en germe dans la façon dont En Marche a été fait. C'est-à-dire qu'à un moment, en même temps, ce ni de droite ni de gauche, ça ne tient plus. Et c'est normal, c'est la vie de tous les partis, ça n'a jamais tenu, mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de maison commune. En réalité, il y a eu une esbrouffe marketing, c'était le moment Macron, ça a été la campagne du porte-à-porte, on a vendu un produit aux Français, le produit c'était Emmanuel Macron, derrière il n'y a rien. Et ça se voit, c'est tout, et c'est normal que chacun retourne dans sa famille d'origine. Mais moi, je vous donne rendez-vous. Virginie Leguet. Oui, moi je donne rendez-vous au moment des futurs votes qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale et je vous donne vraiment ma langue au chat que ce groupe-là va voter tout comme François Bayrou, tout comme la droite Agir. Dans l'ensemble, ils vont voter exactement ce qu'on va leur demander de voter. Donc c'est une diversification apparente, mais sur le fond, tous ces gens-là savent très bien que c'est Emmanuel Macron qu'ils vont probablement re-soutenir dans 2 ans et qu'il n'y a pas tellement d'autres alternatives pour eux qui sont engagés sur cette route depuis 3 ans. Oui, et là, ils se mettent un tout petit pas de côté, mais à peine. Oui, enfin, c'est quand même une forme de bras d'honneur. Enfin, quand on est frondeur, on dit qu'on n'est pas d'accord. C'est un bras d'honneur très bien élevé, très poli, très bien élevé. Je crois qu'on est loin de... Oui, mais très néfaste. C'est un poison. Oui, néfaste, oui, c'est un poison. Je suis d'accord. Oui, mais voulez-vous, ils aspirent tous à un Marocain. Ben, c'est pas avec un Marocain. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous et qui va vous parler de Donald Trump. J'en mettrai ma main à couper. À demain et très bonne journée. Merci à vous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.